16h49 sur LCI, c'est l'heure du grand dossier. Va-t-on vers un clash entre Donald Trump et le milliardaire Elon Musk, qui, vous le savez, est chargé de faire le grand ménage dans l'administration américaine? On en parle avec vous, Stéphane Marchand. Merci d'être avec nous, directeur de la rédaction du magazine Pour l'Écho, ex-correspondant à Washington et à Jérusalem. À vos côtés, Emmanuel Véron, docteur en géographie et spécialiste des relations internationales. Vincent Crouzet est avec nous, expert en renseignement, auteur de Comment vivre dans un monde en guerre aux éditions La Jeune Martinière. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis Anne Toulouse, journaliste franco-américaine, auteur de L'art de Trumper ou Comment la politique de Donald Trump a contaminé le monde en étant plein dedans aux éditions du Rocher. Bonjour. D'abord, que se passe-t-il entre ces deux hommes? Rappelez-vous ces images de la campagne électorale de Donald Trump où on voyait un Elon Musk sautillant comme un cabri derrière le président américain. C'était les meilleurs amis du monde. Grandes embrassades, grandes poignées de main. Et puis, regardez ces deux unes de news magazine français du moment, que ce soit l'Express ou Le Point. Pourquoi ils vont se déchirer? Ou encore, c'est du brutal, pour reprendre un dialogue de Michel Audiard dans Les Tontons Flingueurs. Bon, est-ce qu'on en est là? On va se tourner vers vous, Tiffaine Le Riche. Elon Musk continue de susciter la polémique. Le milliardaire américain qui est accusé d'avoir rassemblé une jeune garde appelée les Doge Kids, qui ont obtenu l'accès aux données sensibles des administrations et agences fédérales américaines. Leurs noms ont été révélés par des médias américains. Tiffaine, d'abord, qui sont ces Doge Kids et de qui parle-t-on? Eh bien, il s'agit de 6 jeunes hommes américains, tous âgés entre 19 et 24 ans. Leurs noms, Akash Boba, Edward Coristine, Luc Faritor, Gauthier Cole-Killian, Kevin Gliger et Ethan Chautran. Leur identité a été dévoilée par le magazine américain The Wired. Et on les surnomme les Doge Kids, Doge pour Department of Government Efficiency, parce qu'ils travaillent tous pour ce département de l'efficacité gouvernementale créé très récemment par Donald Trump et dirigé par Elon Musk, dont le but est de réduire les dépenses fédérales, la taille du gouvernement et le déficit budgétaire. Leur point commun à ces jeunes hommes, en plus de leur jeune âge, c'est qu'ils sont tous étudiants ou jeunes ingénieurs, start-upers, et qu'ils ont eu de près ou de loin des relations, des expériences professionnelles en lien avec Elon Musk ou parce qu'ils partagent son idéologie. Par exemple, l'un a travaillé chez SpaceX, un autre chez Neuralink, une start-up d'Elon Musk. Mais après tout, ils ont le droit de travailler pour Elon Musk. Qu'est-ce qui pose problème chez ces jeunes gens? Eh bien, ce qui pose problème chez ces Doge Kids, c'est qu'ils ont eu accès aux données confidentielles des administrations américaines et de leur système de paiement, notamment les données très sensibles des départements du Trésor, de la Santé et de l'Office of Personnel Management, l'administration clé qui gère les ressources humaines de l'État fédéral américain. Et cette prise de contrôle, eh bien, elle pose problème pour les opposants. En témoignent ces images d'une manifestation qui s'est tenue pas plus tard qu'hier à Washington. Les manifestants, ils questionnent la légalité de cette prise de contrôle par un petit groupe de personnes embauchées de manière discrétionnaire par Elon Musk et qui ne disposent d'aucune expérience gouvernementale. Les élus démocrates, ils dénoncent même, je cite, un piratage informatique. 19 procureurs généraux ont intenté un procès contre Donald Trump pour empêcher le Doge d'Elon Musk d'accéder à ces données. Je vous propose à ce sujet d'écouter la procureure générale de l'État de New York. Aujourd'hui, les procureurs généraux démocrates prennent des mesures pour assurer la sécurité des données personnelles des Américains, pour préserver la confidentialité des informations sensibles sur les Américains et pour faire respecter notre Constitution. Nous avons intenté une action en justice contre l'administration Trump pour avoir donné accès à ces dossiers extrêmement sensibles à des personnes non autorisées en violation de la loi. Et à noter qu'après ces plaintes, le Doge a annoncé une réorganisation de ses activités. Selon nos confrères du Monde, il était jusqu'alors sous la tutelle du de l'Office of Personnel Management. Désormais, il devrait être plus libre puisqu'il sera directement rattaché au bureau exécutif de Donald Trump.
Merci beaucoup, Tiffaine. Anne Toulouse, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on a affaire à un espèce d'État dans l'État avec ces kids d'Elon Musk? C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir des gamins là et qui peuvent avoir accès à toutes les données de l'État fédéral américain. Ah bon, les miennes aussi. Oui, puisque vous êtes franco-américaine. Oui, c'est un peu gênant. Enfin, ils sont très jeunes, ils sont très brillants. Il y en a même un qui est brillantissime puisqu'il a inventé un logiciel pour arriver à traduire un poète grec inconnu, ce qui prouve quand même qu'ils ont des lettres. Mais en même temps, vous imaginez l'effarement des gens qui sont dans des bureaux fédéraux et qui voient arriver cette escouade de gamins avec leur tablette à la main qui sont en train de refaire, mais qui sont très brillants dans leur domaine. Et Elon Musk a dit qu'il était le support technologique du gouvernement américain, mais le gouvernement américain, c'est autre chose qu'une start-up. C'est quand même quelque chose d'extrêmement complexe. Alors, c'est très gênant à la fois pour les 2 millions de fonctionnaires, dont 400 000 sont à Washington. Qui à tout moment peuvent être virés par le même Musk. Et qui ont reçu la semaine dernière un email disant si vous voulez, vous partez d'ici le 6 février. Bon, ça a été retardé. Mais absolument tous les gens qui avaient un email qui se termine par GOV, ce qui veut dire government, ont reçu cet email disant on ne vous retient pas. Ouais. Donc, et les Américains ne sont pas encore rendus compte totalement parce qu'ils disent oui, c'est vrai que Washington c'était hypertrophié, qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient pour le gouvernement. Et c'est vrai d'ailleurs qu'on pouvait faire des coupes dans le gouvernement, oui. Mais c'est la manière dont c'est fait qui est très brutale. Qui est plus que brutal, oui. Et avec effectivement, tout à l'heure vous montriez 2 couvertures de journaux français, de magazines français. Mais j'attirerai votre attention sur un magazine américain, Time Magazine, qui cette semaine montre Elon Musk derrière le bureau ovale. Avec sans commentaire qui est-ce qui gouverne. Ouais. Alors, c'est peut-être ce qui va introduire un coin entre Donald Trump et Elon Musk. Alors il avait déjà dit dans le passé aussi, il ne sera jamais président américain, Elon Musk, parce qu'il est né en Afrique du Sud, et vrai. Donc c'est pas anticonstitutionnel. Je vous fais écouter Donald Trump, qui sent peut-être quand même que ça pose problème, ces geeks de l'équipe Musk qui dirigent les données fédérales américaines. Écoutez le président américain. Il n'a accès aux données que pour licencier les personnes qu'il juge mauvaises et si nous sommes d'accord avec lui, et seulement si nous sommes d'accord avec lui. C'est un homme très talentueux sur les sujets de gestion des coûts. Elon ne peut pas et ne pourra pas faire quoi que ce soit sans notre accord. Mais il nous rend des comptes et c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Je suis impressionné parce qu'il dirige de toute évidence une grande entreprise. Il a un bon instinct naturel, il a une équipe de personnes très talentueuses. Nous essayons de réduire la taille du gouvernement. But he does have a good natural instinct. He's got a team of very talented. Bon, alors il n'a pas accès à tout, mais de toute façon, Musk, il est formidable. Ça commence à aller trop loin ou pas, la méthode Musk pour dégraisser le mammouth, j'allais dire, pour réduire le nombre de fonctionnaires américains, Emmanuel Véron? Je crois que ce qui est intéressant, moi je vois 2 choses là, sur ce sujet-là. La présentation donc, des jeunes là, qui ont entre 20 et 25 ans, des nouveaux New Generation Dodge, là, c'est ce changement net, extrêmement rapide, brutal, de nouvelles figures plutôt jeunes qui annoncent, et ce sera mon deuxième point, qui annonce le changement de l'administration américaine, la politique intérieure, la politique internationale américaine. Ce sont les nouveaux visages qui sont dans le sillon d'Elon Musk. Ce sont les nouveaux visages. Ce sont des petites mains pour l'instant. Ce sont des informaticiens qui vont dans les ordinateurs. Si on regarde le pédigré de ces jeunes gens, allez-y, c'est intéressant. Ils sont extrêmement capés. Enfin, je veux dire, c'est pas n'importe quoi. Ces jeunes gens qui sont jeunes, entre 20 et 25 à peu près, ils ne sont pas tout à fait le même âge. Voilà, on les a à 19, 22, etc. Ces gens-là sont déjà très bien formés. Certains, comme bien sûr, mais ils ont été débusqués par les journaux, mais ils ne sont pas connus. Ici, en Europe occidentale, si on franchit l'Atlantique et qu'on regarde un petit peu dans le paysage de la tech aux États-Unis ou dans le paysage des opinions dans la jeunesse, etc., aux États-Unis, ou alors dans l'anglosphère, je pense que ces gens-là sont connus. Ces gens-là ne sont pas complètement en dehors des radars, etc. Donc c'est délibérément, si je puis dire, cette nouvelle génération. Et c'est ce qui montre le gap qu'il y a, le fossé qu'il y a avec nous en Europe occidentale, notamment en France, sur cet élan vers les nouvelles générations, à la fois de nouvelles générations, mais les technologies. Et c'est mon deuxième point, le sujet qu'aujourd'hui on a un alignement avec la réélection de Trump, où on a le pouvoir politique de la première puissance au monde, tout domaine confondu, économique, militaire, diplomatique, etc.,
avec l'industrie de la tech et avec la surface financière. Et donc ce qui est en train de se préparer, c'est un retour en puissance un peu disruptif, comme on dirait dans certains domaines, de la puissance américaine à tous les égards. Et ça, je ne suis pas certain qu'on ait encore complètement mesuré la taille de la vague, si je puis dire, la taille de ce qui est en train de se passer, y compris dans le domaine des affaires internationales. On se souvient d'un Eisenhower qui, quittant le pouvoir, avait dit « Attention, le complexe militaro-industriel est en train de prendre le pouvoir ». Là, on est dans autre chose qui est en train de prendre le pouvoir. D'ailleurs, Biden, en quittant le pouvoir, a eu une phrase qui faisait pas mal penser à ce qu'avait dit Eisenhower en quittant le pouvoir. Donc peut-être que le problème se repose aujourd'hui. Sur votre question de tout à l'heure, est-ce que le torchon est en train de brûler entre Elon Musk et Donald Trump ? À mon avis, la réponse est non. Pour l'instant, Trump a un besoin intense d'Elon Musk parce qu'il lui faut un bras armé technologique, puissant, sans aucune retenue, pour commencer à faire le job. Donald Trump fonctionne avec l'effet de souffle. Et l'effet de souffle, on le voit avec les tarifs, les droits de douane qu'il a imposés, par exemple, au Canada et au Mexique, avant de revenir sur les droits de douane. Il est en train de faire la même chose avec le gouvernement américain. Il vient de le dire très clairement dans ce que vous venez de montrer. Nous essayons de réduire la taille du budget fédéral. C'est exactement ce qu'il essaye de faire. Il ne va pas y arriver à la mesure de ce qu'il espère, c'est-à-dire les fameux 2000 milliards de dollars, parce que la pression des démocrates, la pression des magistrats, la pression des cours, un juge fédéral notamment. Oui, alors attendez, parce que... Et assez rapidement, la pression des républicains eux-mêmes. On est quand même dans un état de droit aux États-Unis. Regardez la décision qu'a prise aujourd'hui même un juge fédéral pour dire non, les boys d'Elon Musk n'auront pas accès au trésor américain. Et regardez ce qu'il vient de dire. Il vient de dire toutes les personnes nommées politiquement n'y ont pas accès. Tous les agents spéciaux du gouvernement n'y ont pas accès. Tous les employés affectés à une agence extérieure au Trésor n'y ont pas accès. C'est-à-dire qu'il y a des garde-fous quand même. Vous avez raison, mais le chaos est quand même lancé. Parce que vous avez d'une part les annonces faites par Elon Musk et par Donald Trump, d'autre part l'évidence qui commence à se profiler qu'une partie de ces intentions ne vont pas être ni autorisées ni exécutées, et par conséquent vous avez des millions de fonctionnaires américains qui ne savent pas. Certains d'entre eux, par exemple, ont décidé de fonctionner dans le programme de départ proposé par Elon Musk et apprennent ensuite que ce programme est retiré. Ouais. Donc le chaos va s'installer et c'est la stratégie du chaos. Vous connaissez le fameux livre « Les ingénieurs du chaos ». Eh ben c'est ça que Musk essaye de construire. Il faut de l'ordre dans le chaos. Mais cela dit, c'est la technique Musk, c'est de donner un grand coup de pied dans la fourmilière et puis de voir ce qui se passe. Alors je vous fais écouter ce sénateur, chef des démocrates au Sénat. And the American people, mark my words, the American people... Le peuple américain, notez-le bien, le peuple américain ne tolérera pas qu'un groupe secret non élu se déchaîne au sein de l'exécutif. Being innovative is good. Être innovant, c'est bien. Mais Monsieur Musk, il ne s'agit pas d'une start-up technologique. Il s'agit d'institutions publiques qui s'occupent de choses comme la sécurité sociale et l'assurance maladie, la défense nationale, qui assurent le bien-être du peuple américain. Et le peuple américain a le droit de prendre part à ce débat. Cela ne signifie pas que ce qui a été fait pendant des siècles dans ce pays doit être mis au placard et remplacé par un petit groupe de personnes qui pensent en savoir beaucoup plus que le reste des Américains. Et regardez la réaction immédiate d'Elon Musk à tout ce discours. Ça se résume assez vite. Il est furieux que Dodge, c'est-à-dire le comité Musk, démantèle le gouvernement fantôme de la gauche radicale au vu et au su de tous. Voilà. Et puis dans la même veine, c'est notre unique chance de rendre le pouvoir au peuple. Ce n'est qu'avec votre soutien que nous pourrons y parvenir. Merci, soldats inconnus. Voilà les termes et le vocabulaire de Musk. On est dans quoi là, Vincent Crouzet? On est dans un simple ballon d'essai de la nouvelle administration Trump, ou ça risque d'être sanglant? On est aux prémices en fait d'une éventuelle dictature en fait. Heureusement qu'il y a ces 19 procureurs qui se sont dressés en fait contre le gouvernement Trump et les premières mesures et cette équipe du Doge. Je dois dire que Schumer, le sénateur démocrate, a tellement raison qu'un sondage a été fait au cours des dernières heures et 60% des Américains s'opposent en fait à cette équipe
et à ces mesures qui sont prises par Musk. Donc Trump doit faire attention tout de même. Je dois dire qu'il y a ces 6 zigotos, là, ces six gamins prépubères là, qui jouent avec les données du Trésor américain. Il devait y en avoir un 7e qui a dû démissionner il y a quelques jours, puisque en fait, il tweetait des messages racistes. Et il a été réinstallé. Et en plus, il a été réinstallé. Ah oui. Bravo. Mais bravo. Tous ces gens-là n'ont jamais été élus. Musk n'a jamais été élu. Et puis en plus, on est en pleine informalité. Ils ne sont pas habilités à gérer des données confidentielles. Bon, alors ça, c'est un petit peu ce qui nous agite en ce moment, mais il y a beaucoup plus grave. Ce sont les menaces qui pèsent en fait sur la communauté américaine du renseignement, qui est totalement déstabilisée depuis quelques heures, tant la CIA que le FBI. La CIA qui aurait un plan de départ. Hein. Un plan de départ, donc pour les 20 000 employés en fait de la CIA, un plan de départ volontaire, avant purge certainement. Un service de renseignement, ça a un officier traitant qui va partir. Là, ça va être des dizaines de sources et de correspondants en fait qui vont échapper aux États-Unis. Donc la sécurité américaine va être remise en cause, elle va être exposée, va être vulnérable au cours des prochaines années. Trump comme Musk sont pas idiots. Ils le savent, ça. Virer les gens, c'est facile. Former quelqu'un d'autre derrière, ça, c'est des années. Ouais, mais ça montre peut-être malheureusement des collusions beaucoup plus graves entre Trump et une ou des puissances étrangères. Écoutez la porte-parole de la Maison-Blanche, qui, comme toujours, on lance un ballon d'essai, et puis après, on fait de la com. Allons-y, rétropédalage. Le président a été interrogé et a répondu à cette question cette semaine. Et il a déclaré que si Elon Musk se heurte à un conflit d'intérêts avec les contrats de financement supervisés par le département de l'efficacité gouvernementale, alors Elon s'excusera de ces contrats. Voilà, c'est formidable. S'il y a un conflit d'intérêts, Elon Musk s'excusera. Vous y croyez une seconde, vous ? Non, parce que ça existe déjà, le conflit d'intérêts. Le fait même que Elon Musk soit sur le point de superviser, par exemple, la restructuration du Pentagone, dont il est un des gros clients, puisqu'il a des contrats. Mais je pense je pense qu'il est très pratique pour Donald Trump, parce que vous remarquerez, si vous lisez la presse américaine, en ce moment, on ne parle pratiquement plus. Il n'y a pas d'éditoriaux qui attaquent Donald Trump. Ils sont tous contre Elon Musk. Donc, tant qu'il fait le ménage... C'est l'épouvantail ? Oui, il fait le ménage, il met les mains dans le cambouis, il déblaye le terrain. Enfin, je peux utiliser tous mes clichés les uns après les autres, vous avez compris ce que je veux dire. Et donc, quand ça tournera mal, parce que ça va tourner mal à un moment, quand on va voir que telle administration ne fonctionne plus, quand les gens vont demander un passeport et que ça va mettre 6 mois au lieu de 2 actuellement, enfin, des tas de choses comme ça, à ce moment-là, Trump peut retirer ses billes en disant, mais écoutez, c'est pas moi, j'avais confié à Elon Musk, vous avez vu ce qu'il a fait, on va reprendre les choses sérieuses maintenant. On a l'impression que c'est le fou du roi, Musk. Ça fait penser un tout petit peu à ce qui se passait en Chine dans les années 60. Mao Tse-tung avait voulu faire la révolution culturelle pour disrupter complètement les coalitions de pouvoir contre lui. Et il avait organisé ça autour de ce qu'on appelait les gardes rouges à l'époque, qui étaient des jeunes gens un peu fanatisés. Et ben, quand les gardes rouges ont suffisamment détruit et cassé le pays, à ce moment-là, Mao Tse-tung les a reniés, les a envoyés à la campagne, et il a pu se prétendre apparaître comme le pacificateur. Donc, je ne sais, la comparaison, évidemment, est extrêmement audacieuse, sans doute, mais il y a quelque chose comme ça dans l'idée, créer du chaos. Il veut s'attaquer aux institutions. Pourquoi ? Parce que les institutions, dans un état de droit, ça fabrique de la stabilité, ça fabrique de la sécurité, et ça fabrique de la prévisibilité. Et ça, Donald Trump n'en veut pas, justement. Il veut que les gens en face, il veut que la peur change de camp, en quelque sorte. Et pendant des années, c'est lui qui a eu peur, parce qu'il était traîné devant les tribunaux par des gens avec lesquels, aujourd'hui, il règle ses comptes. C'est un gouvernement de vengeance. Ouais. Mais Elon Musk, vous le disiez, apparaît aussi pour de plus en plus d'Américains comme un repoussoir. Donc ça va tenir combien de temps, cette affaire-là, cet esprit start-up, et puis on verra ce que ça donne. Ouais, sur le sujet repoussoir et la perception de Musk au sein de l'opinion américaine, je ne suis pas certain, mais sous la gouverne et l'œil précis de nos chers amis autour du plateau, que Musk suscite autant de haine que ça au sein de l'opinion américaine, qui est effectivement une forme de rejet par certains, notamment dans le Parti démocrate, etc., le parti est dans un état un peu compliqué. Ça, c'est a priori évident, c'est une évidence. Ceci dit,
Quand on regarde les réseaux sociaux, ils ne s'effondrent pas a priori, notamment le réseau social X de Musk, qui ne s'effondre pas complètement, même s'il y a eu une campagne de dire je me retire, etc. etc. On va parler tout à l'heure des ventes de Tesla. Il n'y a pas, voilà, Tesla, alors ça c'est un autre secteur industriel, c'est un autre secteur industriel, mais on va en parler tout à l'heure. Mais je ne suis pas certain qu'il y ait à ce stade, on est encore début février, un rejet de fond en comble puissantissime de Musk, de Trump et d'autres. À ce stade pour à Washington, ça doit être surtout à Washington. Alors Washington qui est à part aux États-Unis, a priori, c'est plutôt riche, plutôt intello. C'est surtout une ville de fonctionnaires. C'est comme le nougat à Montélimar. Je vous montre ces images d'ailleurs des manifs de ces fonctionnaires qui commencent à Washington, évidemment, et d'Elizabeth Warren, qui est la sénatrice démocrate et qui s'est exprimée devant micros et caméras. Écoutons-la, c'est pas elle. Dans le bâtiment derrière moi, Elon Musk s'empare du pouvoir du peuple américain. Nous sommes ici pour riposter. Il y a quelques mois, Elon Musk a dépensé 280 millions de dollars pour acheter l'élection de Donald Trump. Aujourd'hui, Elon Musk est ici pour récupérer son investissement. Il est ici pour s'emparer du pouvoir et nous sommes là pour riposter. Bon, pour riposter, mais comment ? Est-ce que ça, c'est quoi ? C'est les bobos américains qui râlent ? Je dois dire que quand on voit Elizabeth Warren, on comprend un peu l'élection de Donald Trump. Elle est à l'extrême gauche du Parti démocrate et elle a tiré le Parti démocrate et Joe Biden qui s'est laissé faire et Kamala Harris pendant sa campagne du côté qui a remonté l'opinion contre le gouvernement américain, contre ce qui se passait à Washington, contre ces technocrates, contre ces gens qui étaient woke, avec quelques raisons et aussi beaucoup d'exagération. Donc c'est peut-être pas... Et je pense que vous avez raison pour l'instant. Les gens ne montent pas vraiment au créneau, à part les démocrates qui voient là une sorte de renouveau. C'est une divine surprise pour eux qui étaient vraiment au fond du trou. Mais je pense que la population américaine va commencer à s'inquiéter quand elle en verra les conséquences. Voilà. Quand on aura besoin d'une démarche administrative et qu'on ne pourra pas la faire. Voilà. Vincent Crouzet. Oui, on a l'impression que les démocrates sont assommés en fait depuis quelques mois. Je voulais revenir sur ce que disait Stéphane, qui était très juste en fait sur la politique de vengeance. Et l'exemple le plus flagrant, c'est certainement ce qu'a demandé le DOJ, donc le ministre de la Justice américain, au directeur intérimaire du FBI, Brian Driscoll, qui lui a demandé tous les noms des agents spéciaux qui ont travaillé en fait sur l'assaut du Capitole, donc le 6 janvier 2021. C'est hallucinant. Ce sont des gens qui ont fait leur devoir de fonctionnaire, leur devoir d'agents spéciaux. Et heureusement, Brian Driscoll n'a pas donné les noms. Alors, il est directeur intérimaire. Il attend que Kash Patel en fait soit confirmé. Kash Patel qui sera le futur directeur du FBI. Mais il y a une chasse aux sorcières en ce moment ? Bien entendu. Si c'est pas une chasse aux sorcières, ça, des gens qui ont fait leur boulot, leur job. 6 000 sur les 35 000 employés du FBI qui sont concernés, qui sont désignés en fait par le DOJ. Heureusement, le directeur intérimaire s'y oppose. Et j'ajoute tout de même que ce qui est très inquiétant, c'est que le futur directeur du FBI est un conspirationniste, adepte de QAnon, qui a d'ailleurs été suivi par le FBI là. Et par la sécurité nationale auparavant. Donc c'est extrêmement préoccupant. Il y a quand même des bémols dans cette affaire Elon Musk-Donald Trump. D'abord, Donald Trump a rassemblé autour de lui tous les milliardaires de la tech, que ce soit Zuckerberg, Jeff Bezos, Altman, etc. Et ces gens-là ont tendance à se détester entre eux. En tout cas, Elon Musk les déteste et ne comprend pas pourquoi Trump les aime bien. Et puis, il y a eu un autre discours de Trump lors de son investiture qui a dit « forêt, remettez le pétrole dans le logiciel, refaites marcher la General Motors, Ford, Chrysler pour faire des voitures à pétrole ». Or, Musk, lui, il construit jusqu'à preuve du contraire des voitures électriques. Vous comprenez les contradictions là ou pas ? Du point de vue de Musk, de toute façon, être là où il est très avantageux pour ses affaires et pour son trajet égotique personnel.
Donc de toute façon, et puis il n'est pas la fortune qu'il a amassée, c'est l'homme le plus riche du monde, donc il n'a que faire de perdre quelques dizaines, même quelques centaines de millions de dollars. Pour ce qui concerne les voitures Tesla, le seul risque qui se profile, c'est que Donald Trump mette à exécution son projet de réduire les subventions à l'achat des voitures électriques, parce qu'elles sont à peu près aujourd'hui de 7 500 $ par véhicule. Mais si jamais ça se produit, comme de toute façon les Tesla sont de toute façon moins chers que les autres voitures électriques américaines, ils devraient quand même s'en sortir relativement bien. Sauf si, en Europe, le rejet de Musk qu'il a est quand même assez large. En Europe, les ventes de Tesla pourraient peut-être, on va en reparler, par effet de boycott... Regardez la comparaison des chiffres, hein. Il joue petit bras, là. Donald Trump, 6,7 milliards de dollars. Et encore. Ouais. Mais ça, quand vous voyez des chiffres comme ça veut dire qu'un Elon Musk, il est tout puissant, il peut faire ce qu'il veut? Pas vraiment, Damien, parce qu'en fait, c'est de la valorisation boursière, hein, les 421 milliards de dollars. Donc, si les affaires de Musk s'effondrent, ça peut fondre très rapidement. Après, c'est un niveau tellement stratosphérique que ça en devient presque abstrait finalement, hein, ce niveau-là de fortune. Et on se demande justement ce qu'il vient faire ce qu'il vient faire dans cette galère, parce qu'il a à prendre tous les risques. Enfin, il n'a que des coups à prendre, son business. Je voudrais vous montrer une dernière image également. Ce sont les panneaux USAID qui ont été déverrouillés, enfin retirés des façades. USAID, c'est un organisme d'aide fédérale énorme. Ce sont des millions de gens dans le monde qui sont aidés grâce à USAID. Donc ça va faire quoi? Ça va faire des millions de gens qui n'ont plus rien à manger? Alors, le sujet de USAID, donc c'est une agence américaine qui est extrêmement puissante, vous avez raison de le rappeler, parce que la surface financière est extrêmement importante, c'est du milliard de dollars, etc. Donc je ne sais pas si vous avez des chiffres, mais on pèse sur des milliards et des milliards de dollars qui financent un certain nombre de programmes d'aide au développement, alimentaire, etc., voire sanitaire ou autre, à travers le monde. Donc c'est un puissant, depuis des décennies, puissant outil d'une partie de la diplomatie américaine à travers le monde. Le sujet est que là, effectivement, une volonté de quelque part démanteler cette structure-là, la partie de l'administration Trump avec Musk. D'ailleurs, a priori, ils auraient bloqué les bureaux et les sénateurs démocrates demandaient à pouvoir rentrer dedans, tirer l'affaire au clair. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait plusieurs années qu'il y a une demande de clarification et de transparence sur le fonctionnement de l'USAID. Voilà, la clarification, elle est faite. Hein. Et d'avoir les comptes, savoir d'où vient l'argent, comment est dépensé l'argent, pourquoi faire, etc. Mais à l'arrivée, ça va être des millions de gens qui ne recevront plus de nourriture, d'aide. C'est une en Ouganda, vous avez des gens qui ne reçoivent plus les doses pour combattre le sida, par exemple. À cause de la cessation des transmissions. Ou Ebola, par exemple. Des millions de gens sont en danger, vaccin contre la variole, lutte contre le paludisme, etc. Donc il y a vraiment des vies qui sont menacées par cette décision absurde.